Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur Google Apps Script appliqué à Google Sheet. Donc nous faisons suite à la précédente vidéo où nous avons appris à faire afficher dans une cellule un message, là en l'occurrence c'était Hello World, et ensuite nous avions vu aussi comment afficher un message identique dans une boîte de dialogue. Aujourd'hui nous allons revenir sur deux points que nous avons déjà abordés rapidement lors de la précédente vidéo, c'est-à-dire sur les variables et sur la méthode getRange, et nous allons voir aussi une boucle, la boucle for. Donc tout d'abord, petit retour sur les variables. Nous avons vu que dans les variables, en fait, les variables nous permettent de stocker des informations. Alors, nous avions stocké la dernière fois une chaîne de caractères, par exemple, en l'occurrence Hello World, me semble-t-il. On peut vérifier ça tout de suite, mais enfin, c'était, me semble-t-il, ce que nous avions fait. Non, même pas, on l'avait indiqué directement là. Par contre, nous avions utilisé les variables pour stocker ici des objets, c'est tout à fait possible. Donc là, une application avec Spreadsheet App. Nous avions aussi stocké dans une variable, ici la variable classeur, une feuille de calcul. Et enfin, nous avions stocké dans une variable une feuille de calcul. On peut très bien sûr stocker une cellule par exemple, donc différents objets, mais on peut bien sûr stocker dans des variables des choses beaucoup plus simples comme des nombres, des nombres entiers ou des nombres à virgule, mais aussi des chaînes de caractères. Typiquement, rien ne m'empêche d'indiquer dans mon code de déclarer une variable que l'on appellerait test par exemple, et dans laquelle je stocke une chaîne de caractères. Voilà. Maintenant, ma variable test contient la chaîne de caractères, Donc voilà différentes choses que l'on peut stocker dans les variables. Donc je récapitule, des nombres, entiers ou à virgule, des chaînes de caractères ou des objets comme l'application, un classeur, une feuille de calcul ou encore une cellule ou plusieurs cellules. Quoi qu'il arrive, toutes les variables que nous allons utiliser dans nos codes, il faut absolument qu'elles soient déclarées dans le code. Pour cela, on utilise donc le mot-clé var, qui permet de dire au code je crée une variable, comme je l'ai fait ici en utilisant var test, j'ai créé la variable test, et ensuite j'affecte à cette variable quelque chose. Donc ici, j'ai affecté une chaîne de caractères. Le signe égal sert justement à faire cette affectation. Autre exemple, je vais créer une variable x, avec var, pas car, et je vais lui attribuer la valeur 10. Donc là, en l'occurrence, on est sur un nombre entier, et la méthode est toujours la même, var pour dire au code je crée une variable, x la variable concernée, le signe égal et la valeur ou l'objet que l'on souhaite affecter à cette variable. Il faut savoir qu'on peut déclarer plusieurs variables à la fois. Je vais faire un petit peu de place dans mon code pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Par exemple, on peut même effacer tout ça. On va même, comme on a changé un petit peu de paragraphe, créer une nouvelle fonction pour ça. Voilà. Comme je disais, on peut déclarer des variables, en déclarer plusieurs à la fois. Typiquement, je peux créer les variables A, B et C en une seule ligne. Toujours les points-virgules pour terminer une ligne dans le code. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé dans le code les trois variables A, B et C. Par contre, vous noterez que je ne leur ai pas, pour l'instant, affecté de valeur. En effet, on peut très bien déclarer une variable sans lui affecter de valeur ou d'objet sur le coup. On peut le faire ultérieurement dans le code.
L'information donc peut être stockée renseignée et intégrée dans la variable par la suite. Typiquement, c'est ce qu'on va faire ici. On va dire A égale 10, B égale 20, par exemple, et C égale 30. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre C en majuscule, parce que du coup, vous voyez que la colorisation a changé, tout simplement parce qu'il a fait la différence entre le C majuscule et le C minuscule. Donc typiquement, si je crée une variable somme qui est égale à A plus B plus C, là je crée la variable et je lui attribue quelque chose, donc là en l'occurrence un nombre qui est la somme des trois variables précédentes, directement dans la ligne var somme égale A plus B plus C. On peut très bien vérifier ce que l'on vient de faire. On va utiliser une nouvelle méthode qui s'appelle logger.log et je vais lui demander de m'afficher la variable somme. Alors, qu'est-ce que logger.log? Logger.log, en fait, il faut savoir que dans notre éditeur de script, ici, nous avons dans le menu affichage les journaux. Pour l'instant, mon journal est vide. Aucun journal n'a été trouvé. Mais logger.log permet justement, dans ce journal, d'y afficher ce que l'on souhaite. Vérifions cela en lançant cette fonction. Voilà. Si je retourne dans mon journal, avec affichage journaux, je vois bien 60, qui est la somme de 10 plus 20 plus 30, donc de A plus B plus C. Donc logger.log permet tout simplement d'envoyer dans le journal la variable que je lui ai indiquée entre parenthèses, donc la variable somme. C'est très pratique pour surveiller des variables en cours de programmation. Il faut savoir que les variables ont une portée. Alors, qu'est-ce que c'est que la portée des variables? En fait, la portée des variables, c'est la partie du code dans laquelle la variable existe. Typiquement, ici, nous avons créé les variables A, B, C et somme dans la fonction variable. Ces variables n'existent donc que dans cette fonction. Par contre, si on déclare une variable en dehors de la fonction, typiquement, je vais créer la variable D égale 50 en dehors de cette fonction, j'en ai tout à fait la possibilité. Cette variable D devient une variable que l'on appelle globale. Alors, la variable globale, à la différence de nos variables A, B, C et somme qui sont des variables, elles, dites locales, donc localisées dans notre fonction, la variable globale, je vais pouvoir l'utiliser dans différentes fonctions si j'avais d'autres fonctions à la suite de ma fonction variable. La variable D resterait valable dans toutes les fonctions. Alors vous allez me dire pourquoi nous n'utilisons pas tout le temps des variables globales. Tout simplement parce que ça demande finalement à la machine plus de ressources, parce que contrairement à ce que nous avons fait, ce que nous faisons habituellement, c'est-à-dire utiliser variables dans une seule fonction, les variables se détruisent une fois que nous sortons ou que nous n'utilisons plus cette variable. Lorsque nous utilisons des variables globales, et bien tout simplement, ça alourdit bien sûr le processus parce qu'on utilise plus de ressources au niveau de la machine, donc ça ralentit les processus et en plus ça crée des risques de confusion. Donc c'est un système qui peut être intéressant dans certains cas, mais qui est malgré tout à éviter. On va mettre en œuvre finalement ce que l'on vient de faire, on va vérifier ce que l'on vient de dire en demandant ici d'ajouter la variable D à la somme que nous avons créée ici. Alors vous voyez d'ailleurs que dans l'éditeur la variable D du coup n'est pas bleue, tout simplement parce que elle n'a pas été déclarée dans cette variable, donc le code la considère comme étant non créée, mais bien sûr quand il va s'exécuter, il va se rendre compte qu'elle est au niveau global, donc il va pouvoir la prendre en compte. Je lance après avoir enregistré, et je vérifie dans mon journal
que mon total maintenant est bien de 110. Donc ma variable D a bien été prise en compte. Alors maintenant que nous avons vu tout ça, entre la seconde vidéo et celle-ci, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice. Alors, ce petit exercice, c'est tout simplement, nous allons ici, bon, on va se le garder ça, on va simplement se mettre en A1, nous allons mettre donc la valeur 1 en A1. Ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement, grâce au script, d'ajouter 5 à notre cellule A6 qui comporte la valeur 1. Voilà, vous pouvez mettre cette vidéo, si vous le souhaitez, hein, en pause et tenter de résoudre ce petit exercice. C'est-à-dire que lorsque nous lançons notre fonction, au lieu d'avoir 1 en A6, eh bien, il faut que ça ajoute 5, donc normalement, en toute logique, on devrait se retrouver avec la valeur 6 en A6. Allez-y, mettez en pause et revenez quand vous avez terminé. Alors, voici la correction en fait de notre petit exercice qui va reprendre un petit peu les différents concepts de ce que nous avons vu. Alors, on va effacer tout ça. Et nous allons créer une variable, une fonction ajoute 5. Comme nous l'avions vu lors de la dernière vidéo, nous allons d'abord créer une variable application. Nous allons créer une variable feuille. La variable feuille, donc là normalement hein, vous ne découvrez rien, c'est exactement ce que nous avions vu la dernière fois, qui prend là le classeur actif avec la méthode getActiveSpreadsheet. Et là, pour raccourcir un petit peu par rapport à ce que nous avions, auparavant nous avions pris l'application, le classeur et la feuille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, application, classeur, feuille. Nous avions créé 3 variables différentes. Là, on raccourcit un petit peu. On ne crée que deux variables. On pourrait très bien en créer qu'une. Mais bon, je décompose petit à petit. Et donc là, getActiveSheet, je prends la feuille active de mon classeur. Je vais créer ma variable somme tout de suite. Et dans ma variable somme, je vais aller chercher, grâce à getRange, hein, nous l'avions vu, donc va chercher la cellule qui se trouve en ligne 6 et en colonne 1. Et prends-en la valeur. Donc si vous n'avez pas suivi, dans la variable somme, je vais aller chercher dans ma feuille la cellule qui se trouve en ligne 6, colonne 1, et je prends la valeur. Alors, effectivement, lors de la vidéo précédente, je vous avais indiqué une autre façon d'utiliser getRange. Mais je vais rentrer un petit peu plus en détail. Donc la dernière fois, nous aurions mis quelque chose de ce style-là. Donc ça, c'est c'est une écriture différente. En fait, getRange peut s'utiliser des deux façons. Mais on va revenir là-dessus. Voilà, et je vais lui dire que ma variable somme, maintenant, ça va être la variable somme plus 5. Donc, somme, qui était égale à 1, parce que quand nous l'avons créé, on va chercher la valeur de la cellule qui se trouve en 6, 1,
et donc la valeur c'est 1. Et là je lui dis que ma somme finalement ça va être 1 plus 5. Donc logiquement ça devrait faire 6, si je sais encore compter. Et de cette valeur, je vais lui demander grâce à cette value. Donc là, je lui dis, dans la feuille 1, va chercher la cellule qui se trouve en 6.1 et mets-lui la valeur, grâce à cette value, la valeur de somme. Donc, on enregistre tout ça et on lance ajoute 5. Et voilà, mon 1 s'est transformé en 6. Tout a bien fonctionné. Alors, un petit retour donc sur la méthode getRange, comme je vous l'ai promis. Donc on l'a bien vu, hein, il y a plusieurs syntaxes possibles. On peut très bien ici indiquer A6, ça fonctionnerait tout pareil. Donc là, mon 6 devrait se transformer en 11, voilà qui est fait, car, encore une fois, il est allé chercher la valeur qui se trouvait en A6, la valeur était de 6, auquel il ajoute 5, et il met ça en A6, et donc ça fonctionne exactement de la même façon. Alors pourquoi, vous allez me dire qu'il peut y avoir différentes méthodes d'utiliser getRange? Tout simplement que la méthode que je viens d'utiliser, c'est-à-dire en indiquant le numéro de ligne puis le numéro de colonne, va s'avérer beaucoup plus pratique à utiliser dans nos codes, tout simplement parce qu'on va pouvoir à terme remplacer les chiffres que nous inscrivons ici par d'autres variables, et on va en voir un exemple tout de suite grâce à un nouveau concept qui va être la boucle for. Alors, on va changer un petit peu tout ça, on va prendre un exemple différent, on va rentrer différents chiffres les uns à la suite des autres. Voilà. Partons du principe que je veuille faire exactement ce que nous avons fait ici, grâce à notre fonction ajoute 5, mais pour toute la série de chiffres qui se trouve entre A6 et A12. Donc logiquement, hein, si j'applique le script que je souhaite créer, ici j'aurai 6, 7, 10, 12, etc., etc. La première possibilité, ce serait de faire comme dans l'exercice précédent, c'est-à-dire que à la suite de ça, je recommence en disant ma variable somme, maintenant je vais aller chercher la ligne 7 de la colonne 1, j'ajoute, etc., etc. Mais ce serait un peu long et un petit peu rébarbatif, laborieux, quoi. L'idée ici, c'est de faire cette opération par le script lui-même. Et c'est là que nous allons utiliser la boucle for. Alors, qu'est-ce que la boucle for, en fait? C'est une série d'instructions. Alors déjà, une boucle en soi, qu'est-ce que c'est? Une boucle, c'est une série d'instructions que va répéter et exécuter le script jusqu'à ce qu'une condition se vérifie. Donc on va dire au code, répète toutes les mêmes opérations jusqu'à une certaine condition. La boucle for, comment ça marche? Alors je vais mettre tout ça. Grâce aux commentaires, nous avions vu les commentaires la dernière fois. Pour ceux qui auraient oublié, retournez voir la première vidéo, vous allez voir. La boucle for, comment ça marche? Pourquoi je mets une majuscule? For. Alors voilà déjà d'abord la syntaxe de la boucle for. Le premier mot c'est for, donc c'est le mot-clé qui indique au script que nous allons rentrer dans une boucle for. La seconde, d'ailleurs, que j'ai mal indiqué, hop, je déclare une variable i. Bon là j'ai mis égal à 0.
on va voir que dans l'exemple on va le modifier un petit peu, mais enfin, je déclare une variable i et je lui attribue la valeur 0. Ensuite, après le point virgule, on a i inférieur à 7. En fait, ça c'est la condition qui va dire au script de quitter la boucle quand cette condition n'est plus vraie. La première fois que le script va passer, i va donc être égal à 0. Le script va vérifier, 0 c'est bien inférieur à 7, donc tout va bien, j'exécute. Une fois ce qui est entre les accolades est terminé d'être exécuté, le script va revenir et va incrémenter le i de 1. Donc i ne sera plus égal à 0, mais i sera égal à 1. À nouveau, le script va vérifier que i est toujours inférieur à 7. Il est égal à 1, donc effectivement, 1 c'est inférieur à 7. Je réexécute l'ensemble de toutes les instructions qui vont être entre les accolades. Et je remonte, i va passer à 2, 2 est toujours bien inférieur à 7, je refais l'ensemble des instructions, etc., etc., etc. À un moment, i va être égal à 7, la condition 7 est-il strictement inférieur à 7? Eh ben non. Donc là, la condition va s'avérer être fausse. Donc le script va sortir de la boucle for et va reprendre son chemin après les accolades. Concrètement, comment ça peut fonctionner dans notre exemple? Nous, ce que l'on veut faire ici, c'est pour les cellules situées entre A6 et A12, nous voulons prendre le résultat et ajouter 5. Donc, eh bien, faisons cela. Je vais donc déjà créer une variable somme, comme tout à l'heure. I, je ne vais pas le faire partir à 0, je vais le faire partir à 6. Ça m'arrange, ce sera plus facile à comprendre. Et la condition, c'est que i doit être inférieur à 13, parce que 12, il faudra qu'il le fasse aussi. Donc, i inférieur à 13 sera la condition pour exécuter les instructions. Quand i sera égal à 13, la boucle, enfin le script va sortir de la boucle. Et donc j'incrémente à chaque fois de 1. Donc qu'est-ce que je vais lui faire faire? Comme tout à l'heure. Somme, d'ailleurs je vais même faire du copier-coller, ce sera plus simple. Je vais en... Alors là, je ne vais pas lui dire d'aller en 6, 1, parce qu'à chaque fois, sinon, il va ajouter 5 uniquement à ma cellule 6, 1. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux que ce chiffre soit utilisé dans le décalage des cellules. Donc là, je vais lui dire de aller chercher la valeur dans I5. Donc encore une fois, on va revoir ça à la fin. Je vais taper mon petit texte, mon petit script. Je fais du copier-coller de ce que nous avions fait tout à l'heure. Voilà. Et je remplace le 6 par le 1, là encore. J'enregistre. Donc qu'est-ce que va faire notre script? D'abord, il va créer une variable somme sans lui donner de valeur quelconque. Ici, nous rentrons dans la boucle for, donc on crée une variable i qui va valoir 6, et on démarre la boucle, on va chercher la cellule 6, parce que i vaut 6, 1, on prend la valeur, on lui ajoute 5, et on va mettre cette valeur en 6, 1. Ensuite, ma boucle va boucler, i va être incrémenté de 1, va valoir 7, et on va faire la même chose pour la cellule 7, 1, donc pour la suite, etc., etc. Voyons si ça fonctionne. Et on voit bien que 5 a été ajouté absolument toutes mes cellules.
Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau mettre cette vidéo en pause et faire exactement la même chose, mais au lieu de mettre le résultat ici à la place du chiffre d'origine, c'est le mettre en colonne B. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire cela. Moi, je vais vous montrer comment on peut faire ça. La seule différence, en fait, entre ce que nous avions fait auparavant et le fait de le mettre à la colonne suivante, c'est le set value, au lieu qu'il soit au même emplacement, c'est-à-dire en I1, eh bien, il faut que je le mette en I2. Donc, ligne I, colonne 2. J'enregistre. Et je lance. Et on voit que le script ajoute 5 à ce qu'il y a en colonne A et le place bien en colonne B. Alors n'hésitez pas à faire des exercices avec la boucle for, parce que c'est un concept qui est très utilisé dans les langages de programmation au sens large, mais dans Google Apps Script en particulier, parce que c'est ce qui nous intéresse, et donc il est très important de la maîtriser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire parvenir des commentaires. Pour cela, plusieurs possibilités, dans les commentaires de YouTube déjà, mais vous pouvez aussi me laisser des commentaires sur mon blog, donc olivierverbrugge.fr. Vous retrouverez le lien dans les notes de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à m'interpeller s'il y a des concepts que vous n'avez pas compris, ou pour me faire des retours pour que je puisse m'améliorer. Et à bientôt, au revoir.